Bienvenue. L'événement est, je crois, à Paris, le Salon du Livre 2008. Pas un Salon du Livre de plus, puisqu'il y en a un chaque année, mais cette fois, il est consacré à la littérature et aux écrivains israéliens. Et en 2008, l'État d'Israël va célébrer les 60 ans de sa naissance, et on peut dire aussi d'une existence meurtrie par tant de souffrances et d'interrogations pour lui et pour ses voisins. Les auteurs invités dans cette émission de Bibliothèque Médicis sont traduits pour la première fois de l'hébreu. Ils abordent tous les sujets de la société israélienne avec la fiction, en tenant compte des réalités qui mêlent la crise, le doute, l'invention et même l'espoir. Ce sont des œuvres vivantes, ce sont des œuvres fortes qui naissent au cœur d'un conflit cruel qui n'épargne personne et dont personne ne voit la fin. Le Salon du Livre est boycotté par les écrivains palestiniens et arabes. Il lance une sorte de malédiction pour quiconque bravera l'interdit. C'est terriblement dommage. Bibliothèque Médicis a offert toutes les opportunités pour un dialogue ou même une confrontation. En vain. Je crois que rejeter le livre, mépriser la culture qui peuvent être les armes de paix, n'entretient que la peur et la haine, et donc c'est terriblement dommage. Avec nous pour Bibliothèque Médicis, Michal Govrin. Michal Govrin. Michal. Voilà, c'est la prononciation hébraïque. D'accord, donc il faut que je m'habitue à la prononciation hébraïque. Voilà. Michal Govrin. Parfait. Ça va. Et Michal se traduirait comment? C'est Michal, c'est un nom biblique, c'était la fille de Saoul et la femme de David. Née à Tel Aviv, vous publiez chez Sabine Vespézer sur le vif. On en parlera. Orly Castel-Blum, née à Tel Aviv, vit à Tel Aviv, vous publiez chez Axud Textile. Sylvie Cohen, française, née à Casablanca, vous connaissez parfaitement l'hébreu, Israël. Vous traduisez de l'hébreu les plus grands écrivains d'Israël. Amos Oz, Aaron Appelfeld, si je les connais un peu, c'est donc grâce à vous. David Grossman, Avraham Yehoshua, et je suis heureux que vous soyez ici. Et vous aussi, Laurence Sandrovitch. 5 des auteurs que vous avez traduits sont à Paris. 8 des auteurs, je crois, vont être à Paris, de vos auteurs, Sylvie Cohen. Et Emmanuel Faux, vous publiez le 10 avril aux éditions du Seuil, avec une préface de notre ami Charles Anderlin, Nouvelle Israël, un pays en quête d'avenir. Théo Klein, chez Liane Lévy, Sortir du ghetto. Quel ghetto? De ghetto dans lequel nous avons tendance à nous enfermer, parce qu'on nous a enfermés dans le ghetto pendant très longtemps. Et nous revenons au ghetto chaque fois qu'il y a des difficultés, parce que nous nous sentons ensemble. Nous nous sentons plus forts parce que nous sommes ensemble, mais en même temps, je crois que nous nous séparions des autres. C'est-à-dire qu'on crée des ghettos. Je crois qu'on crée des ghettos, oui. Et alors vous demandez aux Israéliens comme aux Juifs d'essayer de les détruire? Non, pas de les détruire, d'en sortir simplement. De se libérer de cela. Et c'est tellement d'essayer de reconnaître que nous sommes dans le monde et dans la société où nous avons un rôle à jouer et ne pas nous replier sur nous-mêmes. Je pense qu'il y a un slogan en Israël, Kulam Negdenu, je traduis tous contre nous, qui me paraît extraordinairement dangereux. Toujours chez Liana Lévy, éditeur, Basmana Kodmani. Vous êtes né en Syrie, mais vous vivez à Paris depuis quand? 30 ans, 25 ans. C'est un exil? C'est provisoire, avec des allers-retours. Oui. C'est-à-dire vous pouvez entrer, retourner dans votre pays? Oui. Ouais. Vous publiez Abattre les murs. Quels murs? Ceux qui font miroir au ghetto, c'est-à-dire du côté arabe. Quand Théo Klein écrit Sortir du ghetto et que j'écris Abattre les murs, c'est que nous avons érigé aussi des murs. Non pas le mur qui sépare aujourd'hui les Israéliens des Palestiniens, mais des murs psychologiques, des murs culturels, des murs qui font qu'on se sent bien au chaud quand on est tout seul, sans échange. Alors c'est un plaidoyer pour cet échange et cette interaction qui a toujours nourri cette région pendant longtemps et qui depuis 30 ans... Déjà l'échange entre vous, si je comprends bien, avant de penser à l'autre. L'échange à l'intérieur des sociétés arabes, mais l'acceptation et accueillir favorablement avec bonheur l'apport occidental, l'apport juif, l'apport qui a été l'histoire de cette région depuis la nuit des temps. Ça, vous pouvez le dire et l'écrire dans votre pays? On peut écrire tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est publié dans votre pays?
on vit en groupe qui pense d'une certaine manière et qui se regarde en chien de faïence. Mais les murs commencent à tomber, doucement. Les espaces communs commencent à se créer. Alors, je ne peux pas ne pas commencer l'émission avant de passer à vos livres. Je ne peux pas commencer l'émission sans vous parler du boycott qui est lancé à propos du Salon du Livre. Par qui je vais commencer? Je peux faire un sramgam. Théo Klein. Écoutez, le boycott me paraît une attitude stupide, une attitude renfermée et qui a été très souvent celle des Arabes. Je me souviens de l'époque où les journalistes arabes n'acceptaient pas d'être interviewés dans le même local que les journalistes israéliens. Ça a changé depuis. Oui, ça s'est perfectionné par la suite, ça s'est amélioré. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais je crois que c'est une attitude de rétractation sur soi qui ne sert à rien. Et moi, je m'effraie de voir que des pays qui sont relativement ouverts, parmi les pays arabes, entrent dans ce jeu-là, comme si cette solidarité arabe ne pouvait se construire que dans des circonstances de ce genre, mais négatives. Je le regrette. Moi, je suis très fortement pour le dialogue avec les Arabes. Je ne cesse pas de répéter à mes amis juifs qu'ils sont sémites comme les Arabes, que les Arabes sont nos seuls cousins, qu'il faut bien que nous nous entendions avec eux, qu'ils sont nos voisins, qu'en Israël, on ne peut pas exister sans les Arabes. Et voilà qu'eux s'enfuient parce qu'on honore les écrivains israéliens. Je crois que c'est déplorable. Simplement d'un point de vue culturel et d'un point de vue humain, bien entendu. Les écrivains arabes sont souvent secoués par l'interdiction qui leur est faite de participer au salon. Et vous savez qu'ils sont divisés, même s'ils ne se montrent pas. Et ils dénoncent le soutien qui serait donné à l'État d'Israël occupant de Gaza et Ramallah et qui viole les droits de l'homme. Écoutez, si le boycott servait la cause des Palestiniens, je pourrais éventuellement le comprendre. Mais je ne vois pas en quoi il sert la cause des Palestiniens. Au contraire, c'est une fermeture. Alors ce dont les Palestiniens ont besoin, comme les Israéliens, c'est d'une ouverture. Il faut se rencontrer, il faut se parler. C'est pas en s'envoyant en usant des armes que l'on parviendra à la solution du conflit. Israël veut exister, a le droit d'exister, et moi j'espère fortement qu'Israël continuera d'exister, mais Israël existera toujours dans une région qui est marquée par une présence arabe majoritaire. Il faut bien s'y faire. Alors, Michal Govrin. Je trouve très triste que la littérature soit visée de ce point de vue. Je crois que si nous avons un espace de liberté aujourd'hui, en face des idéologies, en face des guerres, en face même de la commercialisation, c'est l'espace littéraire. Je suis pour le mot libre. Et dès qu'on enchaîne les mots dans des slogans, qu'on les mobilise pour des causes, je crois que nous avons perdu l'espoir de l'humanité. Je me rappelle très bien l'émotion de mes parents la première fois qu'il y a eu une traduction de Mahmoud et de Mahfouz, le grand écrivain égyptien. Je connais ma grande joie de lire la littérature palestinienne traduite en hébreu. C'est notre manière de traverser vers l'autre. C'est l'endroit de l'espoir au-delà des conflits. C'est là où je crois, si nous voulons un jour vivre ensemble, connaître l'intimité, si c'est la souffrance, si c'est la joie, si c'est l'espoir, si nous fermons la bouche à l'autre, je crois que ça nous montre qu'un rejet viscéral d'accorder à l'autre une voix, à accorder une existence dans laquelle il a des voix complexes, comme la voix de la littérature israélienne. Et pour conclure, je crois que ça, moi-même, je me sens très mal à l'aise en cela. Je crois que ça me rappelle le moment où j'ai décidé d'être écrivain. Avant même de savoir que ce sera ma vocation, je crois que ça m'a été transmise par mes parents, qui étaient des grands littéraires, et ma mère, rescapée des camps d'Auschwitz. Elle a parlé très peu de cela. Une chose qu'elle a citée, c'est que dans les camps, elle avait chanté à elle-même une citation d'un poème de Tchernichovsky, un grand poète israélien, juif, qui parlait qu'il croit encore à l'homme. Et c'était ça, sa force de résistance dans les camps. Et j'espère, je souhaite qu'un jour, nous pouvons au moins lire l'un l'autre sans crainte. C'est très bien d'avoir dit. Merci. Et ça nous touche beaucoup.
vous savez qu'il y a un mouvement d'indignation d'un certain nombre d'intellectuels français qui se plaignent de cela, qui disent que les écrivains, les poètes ne doivent pas être pris en otage et qui ne rêvent que du dialogue et peut-être de l'échange entre... J'ai là le livre de David Grossman, un grand écrivain que vous traduisez, Sylvie Cohen, dans la peau de Gisela, poétique et création littéraire. Et il dit, rejoignant ce que dit Michal, si vous me permettez que je vous appelle maintenant par votre prénom, il y a un homme caché derrière l'armure, derrière la nôtre comme derrière celle de l'ennemi, derrière l'armure de la terreur, de l'indifférence et de la haine, derrière tout ce qui dépérit en chacun de nous depuis toutes ces années, derrière les murs fortifiés, les barrages et les miradors, il y a un homme. Et est-ce que vous pouvez lire, Sylvie Cohen, la page 99, cet extrait que j'ai préparé pour vous. Et en plus, c'est vous qui l'avez traduit. Et nous nous rendrions compte, d'une manière totalement inédite, que ces ennemis mythologiques, menaçants et démoniaques ne sont en somme que des hommes aussi terrifiés, torturés et désespérés que nous-mêmes. Le comprendre est la condition sine qua non d'un processus de désintoxication et de réconciliation. Si vous me permettez de rebondir, comme on dit, sur ce que vient de dire Michal, vous savez, ce livre-là, c'est en fait un recueil de 5 articles qui ne sont pas du tout dans la même chronologie, dans différentes périodes. Celui qui m'intéresse, pour reprendre ce que disait donc notre écrivaine, c'est celui qui donne d'ailleurs le titre Dans la peau de Gisela. Gisela, c'est un des personnages de son grand roman, son premier roman qui est Voir si de soi amour, où il dit que qu'est-ce que c'est que le désir de se fondre dans Gisela, c'est de connaître l'autre à partir de soi. C'est exactement ce qu'elle disait. C'est une conférence qu'il a donnée au Congrès national des bibliothécaires en 2006. Et il explique que pour lui, l'écriture répond parmi d'autres raisons à son désir d'abattre les barrières qui nous empêchent justement de nous rapprocher des autres et parfois de nous-mêmes. Donc c'est en fait cette démarche d'aller vers l'autre qu'explique Grossman dans cet article. C'est une sorte de tentative même de transposer cette démarche sur le plan politique. Donc on revient évidemment à l'écrivain engagé. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que dans de nombreux livres, souvent le Palestinien ou la Palestinienne sont présents dans les romans. Oui, et même dans les films. Absolument, je crois que nous vivons dans un endroit qui est minuscule, l'un dans l'autre, l'un contre l'autre, avec une histoire qui est créée ensemble. Je crois que l'existence du sionisme, d'une certaine manière, a attisé l'identité palestinienne et que les yeux du monde occidental sont là aussi. Donc c'est un endroit qui est un certain laboratoire du monde entier. Et c'est dans notre quotidien, en vivant à Jérusalem, vous voyez, nous sommes quartier dans les quartiers, et c'est une vie commune de tous les jours. Madame Basma Kodmani, si vous voulez intervenir sur ce thème du boycott, avant qu'on aille ailleurs. En quelques mots, et peut-être pour donner un son de cloche légèrement différent. J'écoute Michal Govrin, et c'est vrai que des visages comme le sien, une écriture comme la sienne, humanisent immédiatement le palestinien. Et c'est là tout l'intérêt et la richesse qu'apportent ces écrivains. Je veux quand même dire, cette tentative de boycott n'est pas un acte de fanatisme. Elle est peut-être la réponse alternative à l'attentat suicide. Autrement dit, s'il faut pousser un cri, s'il faut contester, je préfère qu'il conteste en appelant au boycott que de contester par des attentats suicides. Je préfère cela à la violence, évidemment. Cela dit, et je crois que les Palestiniens ont en tête un exemple qui est celui de l'Afrique du Sud, puisque les Sud-Africains disaient à l'époque nous avons beaucoup souffert du boycott culturel et du boycott académique. Voilà une image qui est dans l'esprit d'un écrivain palestinien qui ne sera pas en faveur de la violence. Donc il est important quand même de comprendre la démarche qui associe bien évidemment le politique au culturel. Et c'est là tout le problème. On est en pleine théorie, parce que beaucoup de ceux qui n'iront pas au salon, qui sont des écrivains ou des poètes palestiniens ou des pays arabes ou libanais, ne le font pas parce qu'il y a une forme de peur et de terreur. Et est-ce que s'en prendre à la culture et au livre, c'est pas une manière aussi suicidaire pour l'âme d'un pays ou d'un peuple?
je suis de cet avis. Et si j'écris abattre les murs, c'est exactement ce contre quoi je me bats moi-même, et à l'intérieur même des sociétés arabes. La dimension culturelle est le point de départ de notre transformation. Et vous voulez intervenir ? Enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter. Non, je suis désolée de ce boycott, ça c'est évident. Je pense que les écrivains, nous sommes des passeurs, donc nous essayons vraiment de faire entendre des voix qui ne sont pas peut-être justement les voix de la politique. Moi, je traduis par exemple depuis des années un auteur israélien décédé, donc malheureusement il n'a pas pu venir, qui s'appelle Hanor Levin, qui est un auteur de théâtre, qui a été sulfureux qui a commencé, qui est entré en théâtre en réaction à l'occupation des territoires en 67, qui a passé sa vie dans ses écrits, dans ce qu'il écrivait, à militer à se lever surtout contre la politique de son gouvernement. Pour moi, ça c'est important de faire entendre ces voix-là aussi. Donc bien sûr, il faut que ces voix soient entendues. S'il y a un boycott, on les entendra pas. Et alors on entendra quoi ? Parce qu'en même temps, voilà, c'est ça le problème. Théo Klein et vous savez que de très nombreux écrivains, parmi les 39 Israéliens qui viennent, sont des écrivains qui sont très lucides et très critiques à l'égard de leur propre société et qui sont souvent très pro-palestiniens. Ou en tout cas, qui préconisent le dialogue. Vous voulez intervenir ? Chaque fois que j'entends un certain doute pour le droit de l'existence d'Israël, je crois que je vais devenir malade. Et ça fait 2 mois que je participais dans un débat que son sujet, ça je n'arrive jamais à dire, son sujet était Israël demain. Sans point d'interrogation, mais j'ai vu que ce point d'interrogation voulait sortir. Oui, il était dans les têtes. Oui. Et je me demande pourquoi on ne fait pas des débats, la Belgique demain, et la Grèce demain, tous ces genres de tous les pays normaux. Et même quand on fait un débat sur ces pays-là demain, on pense qu'ils vont continuer, qu'ils vont exister et survivre. Oui. Alors, exister en Israël, c'est pendant. Moi, je suis née en Israël. Ça fait 47 ans que j'habite dans cet petit pays qui a une seule frontière, la plage, et toutes les autres bougent. Et le pays est très menacé. Et ça donne une conséquence, une littérature très très spéciale. Israël, c'était à peu près un laboratoire de l'inconnu, de l'avenir. Et moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas aussi le fait que c'est 60 ans pour Israël. Il fallait attendre jusqu'à 100 ans pour Israël et faire tout ce festival. Mais parce que dire 60 ans, pas... 61 ans, c'est comme si on gagnait une année de plus. Voilà. Sur une éventuelle disparition. Exactement. Non. Ça fait peur, 60 ans. Oui, mais ça peut être une nouvelle jeunesse, et à condition qu'on regarde les possibilités pour les autres, les voisins, d'avoir aussi leur État, même si c'est l'État année numéro 1. Moi, je suis pour la paix, pour parler avec tout le monde, aussi le Hamas, et pour un pays palestinien, mais je suis je n'arrive pas à m'exprimer très bien parce que je viens d'arriver la nuit. Et où vous avez appris le français? À la maison. À la maison, mes parents sont nés en Égypte. Ah, donc ils parlaient français en Égypte. Oui, et moi je suis née à Tel Aviv, mais il n'a pas voulu que je parle hébreu à Tel Aviv pendant mes premières années. C'est leur faute alors. Oui. Mais rassurez-vous, ici, avec des traductrices et des traducteurs d'hébreu, ils s'y connaissent tous, y compris Théo Klein, qui a d'ailleurs commencé par une citation en hébreu, hein, vous avez vu. Théo Klein, maintenant on va entrer dans vos livres. Vous dites, et vous l'avez dit tout à l'heure, sortir du ghetto. C'est vrai que Napoléon avait fait sortir les Juifs du ghetto de Venise, etc. Vous dites, sortez de votre repli. Quel repli? Et qu'est-ce que ça implique comme risque de se replier?
Eh bien, je prendrai l'exemple des 60 ans d'Israël. C'est-à-dire que nous passons notre temps à fêter comme des événements exceptionnels des faits qui sont naturels pour les autres peuples. Après tout, Israël existe sur le fondement d'une histoire, sur le fondement d'un rapport profond avec cette région du monde, avec la langue qui est née dans ce pays-là et qui s'est développée dans ce pays, s'est développée ailleurs mais sous d'autres formes, elle renaît dans ce pays. Et je crois que nous devons considérer que c'est là une situation naturelle. Or, nous passons notre temps à fêter des événements en les considérant comme quasiment miraculeux. Je crois que c'est une erreur. Israël existe et Israël est destiné à exister. Voilà. Vous dites mais on aussi, va pas fêter, on n'a jamais fêté les 60 ans d'un pays. Oui, même on a fêté émergent. les tant d'années de la Révolution française, de 1789. Alors, il y a suffisamment je ne sais quoi. d'événements. Il y a suffisamment d'événements dans On la a vie le goût de israélienne l'histoire. pour les fêter. On a le goût de l'histoire. Et vous dites, c'est formidable qu'on dise un jour, nous, Juifs, nous sommes exactement comme les autres. Ce sera une grande banalité, mais un grand secret, mais en même temps... Nous nous sentons différents en ce que nous sommes, mais pas différents des autres. Les autres aussi sont quelque chose de particulier. Mais nous avons en commun avec eux... Dans le livre Sortir du ghetto, encore une fois, c'est Liana Lévy qui publie de très, très bons livres, vous dites que la vie quotidienne des Juifs ressemble trop souvent à un rêve ou à un soupir permanent. Le rêve d'Israël et le soupir de la Shoah. Oui. Plus que le soupir, on pourrait dire les larmes de la tragédie de la Shoah. Oui. C'est ça, vous êtes partagés entre les deux. Et je pense que nous avons à vivre et qu'évidemment on ne peut pas effacer les événements, on ne peut pas les réduire simplement à l'histoire, mais je crois qu'il faut considérer notre vie comme une vie normale parmi d'autres. Vous dites juif à la maison, citoyen dans la cité. Tout à fait. C'était le conseil de votre père. Il vous a donné quelques bons conseils. Ouais. Le mensuel Lire, regardez-le, Lire, publie un excellent numéro sur vous, les écrivains d'Israël, et qui serait dans le meilleur des cas une littérature universelle, mais il va plus loin. Il dit une littérature juive. Juive. Littérature juive. Moi, je sais pas, ça m'a un peu choqué. Est-ce que c'est pas enfermé, même si c'est vrai, les écrivains ou d'Israël, ou les écrivains juifs, s'ils sont français, allemands, anglais, dans une forme de ghetto? Je ne sais pas. Alors pour moi, c'est tout à fait un titre d'honneur. Au contraire, je suis... disons que j'ai fait mes études à Paris. Mes parents ne parlaient pas le français, donc c'est grâce à mes études à Paris. Je suis arrivé à Paris israélienne. Je suis retournée juive. Et j'ai milite pour être dans l'abnormalité. Ouais. Et je prends ça comme titre d'honneur. Je crois que nous avons une histoire trop longue de la différence. Et de revendiquer la différence d'une manière humaniste, universelle. Mais c'est rejoindre aussi les autres. C'est rejoindre les autres et d'avoir un sens pour une histoire aussi compliquée et aussi extraordinaire. Sinon, pourquoi rester dans cette cloison si nous n'avons pas de sens pour cela? Théo Klein, vous avez l'habitude de dire des vérités qui secouent, alors qui réveillent. Israël, vous dites, a moins besoin de kilomètres carrés que de relations ouvertes avec ses voisins. Alors, comment Israël peut sortir d'un ghetto qu'il n'a peut-être pas inventé tout seul? Comment? Écoutez, je reconnais que la formule est difficile, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'occasions où se sont trouvés du côté des Arabes des hommes qui étaient prêts au dialogue. Et je crains que la notion de sécurité, mais ça c'est une opinion personnelle, soit souvent une entrave. Parce que la sécurité, elle est assurée par l'armée, elle est assurée par la police, elle est assurée par les services secrets. Et elle est une nécessité pour chacun des Israéliens. C'est vrai que l'Israélien normal ressent le besoin de sécurité d'une manière tout à fait naturelle, surtout après tous les attentats qui ont eu lieu. Mais je pense que la sécurité souvent conduit à des mesures de précaution qui, du côté palestinien, sont prises comme une entrave à leur propre liberté. Et je crains que certaines de ces mesures de précaution produisent des terroristes, produisent des jeunes terroristes. Voilà dans quel univers vous vivez. Et avant d'entrer encore dans les livres et les romans, ce qui m'intéresse, c'est de voir
dans quel pays vous vivez, avec le témoignage de Emmanuel Faux, qui a été donc pendant 5 années journaliste correspondant d'Europe 1 en Israël. Et vous expliquez l'évolution de la société israélienne que les romans qui sont ici, qui ont été traduits, reflètent bien. Alors qu'est-ce que c'est Israël aujourd'hui? Il y a différents points qu'on peut voir. Vous dites c'est à la fois les nouvelles technologies, la recherche sur les sciences, le cerveau qui atteignent un très haut niveau, mais une majorité de la population, je ne sais pas si c'est vrai, est sans culture et elle vit aussi 20% dans la pauvreté. Oui, je crois que ce 60e Alors écoutez-le bien, mesdames, peut-être pour le critiquer. Hein, au-delà si peut-être de la dimension purement symbolique du chiffre des 60 ans, c'est quand même l'occasion, c'est un marqueur dans l'histoire d'Israël, et il est évident que l'Israël de 2008 n'est pas l'Israël de 1948. Et donc c'est l'occasion quand même de constater qu'il y a des valeurs fondatrices, je parle beaucoup du kibbutz par exemple, dans mon livre qui aujourd'hui est privatisé dans la quasi-totalité des cas, et qui était au départ quand même le socle d'un État sioniste, avec un modèle égalitariste, un partage, et qui aujourd'hui donc est rentré dans une forme un petit peu capitaliste de l'économie. Donc je crois que ces 60 ans, c'est l'occasion quand même pour Israël, vous disiez tout à l'heure chercher une nouvelle jeunesse, d'essayer de réfléchir à une refondation. Le mot est peut-être très fort, mais je voudrais l'expliquer, c'est-à-dire à une recherche de valeurs nouvelles qui pourraient correspondre à la situation d'Israël d'aujourd'hui, qui pourraient faire l'inventaire un petit peu des valeurs justement fondatrices qu'ont voulu Herzl, Ben Gurion. Oui, mais est-ce qu'elles sont applicables aujourd'hui dans le monde? Quel est le pays qui, depuis 1948, est resté le même? Oui, tous les pays ont changé, ils sont adaptés. Mais est-ce que Israël est un système qui fonctionne, même s'il y a Dieu et la religion un peu partout, de manière démocratique? Alors c'est un pays qui déjà est très éclaté. Je veux dire, moi j'ai vu une mosaïque d'Israël. J'ai vu un pays de multiples communautés qui quelquefois ont du mal à cohabiter ou vivent des degrés d'intégration très différents entre les Russes, les Russes d'origine, les Israéliens d'origine russe, les Éthiopiens, les immigrants éthiopiens et d'autres. Il y a des disparités économiques, sociales très très fortes. Mais vous avez effectivement, par exemple, un secteur de la high-tech qui est extrêmement prospère, florissant dans la région de Tel Aviv, qui offre un contraste incroyable, à la fois avec les soupes populaires qu'on peut voir à quelques kilomètres de ces mêmes gratte-ciel de Tel Aviv, où il faut savoir quand même qu'un Israélien sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté, et en même temps ce secteur de la high-tech, il nous offre toute une génération de jeunes chefs d'entreprise très talentueux, qui ont une ouverture sur ce qu'on appelle le village global, qui sont connectés sur le village global, et qui d'une certaine manière ont construit une manière de vivre, une manière de prospérer étanche par rapport au conflit israélo-palestinien. Alors d'abord, Charles Andela raconte bien le combat clandestin pour l'indépendance d'Israël, 1936-1948, par le feu et par le sang. Il est en général très très bien renseigné, il a fait un très bon boulot, là encore. Vous parlez beaucoup d'immigration. Vous dites qu'il y a l'immigration des Russes, des Éthiopiens, les Falachins, etc. Mais même l'immigration des Français. Ils y vont, mais ils ne restent pas longtemps, non? Il y a ce phénomène assez étrange, mais caractéristique effectivement d'une nouvelle façon de vivre l'Alia, donc l'installation des immigrants en Israël, qui notamment touche les Français, mais d'ailleurs d'autres nationalités aussi, c'est que certains de ces Olim français vivent avec leur famille en Israël, mais s'ils ont un certain niveau social, s'ils ont une certaine assise économique, pour beaucoup d'entre eux, continuent à faire des va-et-vient entre la France et Israël, ont laissé leurs affaires ou leurs entreprises ou leurs cabinets d'avocats ou de notaires en France, et donc vivent une sorte de double vie, c'est-à-dire que la vie économique est en France, mais la vie affective, la vie familiale, spirituelle est en Israël, et donc on appelle ça l'Alia Boeing, je raconte un peu le phénomène, parce qu'on peut les voir pratiquement toutes les semaines dans les avions entre Tel Aviv et Paris, faire des va-et-vient quand même dans cette double vie, qui a aussi comme idée un petit peu sous-jacente pour certains d'entre eux, certains se sont confiés à moi, de ne pas faire un choix définitif. C'est-à-dire on garde quand même quelques attaches avec la France, on est de double culture, on n'a pas totalement amitié. Parce qu'ils sont attachés à la France et à la culture française, ou parce qu'eux aussi doutent
d'Israël demain? Il y a les deux, c'est-à-dire il y a effectivement cet attachement, ils sont de culture française pour beaucoup, certains sont partis à l'âge de 35, 40, 45 ans, et puis pour d'autres, ils se posent des questions, ils considèrent que leur place est en Israël, qu'ils avaient envie de franchir ce pas, mais que malgré tout, il faut quand même garder une espèce de possibilité de retour, et certains d'ailleurs rentrent aussi dans les 2 ou 3 ans. Alors, Emmanuel Fou, vous parlez aussi en 2008 de la vie des Russes, ils sont aujourd'hui combien, 1 million, 1,5 million? 1,5 million. Et comment ils vivent? Ils sont intégrés, on les a acceptés ou ils sont... Alors les Russes, vous avez eu d'abord 2 vagues. Ils sont parmi les plus durs, les plus... D'immigration. Ils sont politiquement très engagés dans le discours, enfin pas tous bien sûr, parce que c'est toujours difficile de généraliser, mais ils sont beaucoup d'entre eux adhèrent à un discours nationaliste assez fort. Et alors il y a une vague d'immigration, je dirais un peu politique, du temps de l'URSS, et puis depuis le début des années 90 et la chute de l'URSS, on a plutôt une immigration économique, avec d'ailleurs des Russes qui pour certains ne sont pas juifs au départ et donc n'arrivent pas sur des motivations principalement religieuses et qui effectivement ont progressivement compris comment intégrer la société israélienne, tout en construisant d'ailleurs un peu une bulle d'immigrants russes. C'est-à-dire vous avez des villes en Israël, à Ashdod, où vous avez des quartiers où tout est écrit en cyrillique quasiment. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une petite Russie. D'ailleurs, il y a un quartier qui s'appelle Little Russia, petite Russie à Ashdod. Donc ils ont recréé, à la fois tout en gardant leurs repères. Ils ont le sentiment d'être des Israéliens. Ils ont l'identité d'Israël aussi. Ils revendiquent cette identité, ils s'y intègrent, mais en même temps, ils ont gardé tous les outils d'être des Russes conquérants à l'intérieur de cette société israélienne. Orly Castelblum, vous comprenez tout ce qu'il a dit? Oui. Vous êtes d'accord? Vous retrouvez votre pays? Pas vraiment, parce que la question des gens qui sont venus du russe, je crois que ça va durer une autre génération. Pour qu'ils soient intégrés. Oui, soient intégrés. Il faut attendre. Moi, lorsque mes parents sont arrivés en Israël en 1949, je croyais, et moi que je suis née en 1960, je croyais que le travail de créer le pays est déjà fini et fait par nos parents. Mais malheureusement, ce n'est pas fini. Et le sionisme, c'est un mouvement, et ça doit bouger, et ça bouge. Vous dites le sionisme. Oui. Il y avait les kibbutz. Les kibbutz sont privatisés aujourd'hui. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est un changement. Un changement. Moi, je préfère habiter en Israël. D'ailleurs, même aux États-Unis, je ne peux pas exister plus qu'une semaine. C'est à cause de la mentalité, c'est à cause de l'ouverture des gens, c'est à cause aussi du soleil que j'adore. Et je crois pas que je vais bouger de ce pays, jamais. Même pour avoir, plus qu'une semaine, et même pour avoir une nouvelle identité. Maintenant, je suis en train d'écrire un scénario, 13 chapitres pour la télé avec quelqu'un d'autre, qui s'appelle Amos Shuv. Et c'est une comédie sur la situation du sionisme. Et il s'agit d'une fille qui quitte un jour les territoires, une fille de 26 ans qui quitte les territoires et qui arrive à habiter où sont tous les gens laïcs. Et elle essaie d'interroger ces mots que je n'arrive pas à dire. Et le scénario donne tout à fait un autre point de vue sur la société israélienne laïque. Et cette fille, 26 ans, ex-religieuse, elle voit des choses que moi, comme une laïque, je ne vois pas dans la société israélienne. Et c'est un mouvement qui existe des territoires vers Tel Aviv, de quitter la religion, comme des gens on appelle ça aller vers la question, et le contraire, c'est aller vers la réponse. Et quand vous dites les territoires, c'est les territoires occupés. Oui. Hein? Alors, Sylvie Cohen, après on parlera avec Miral sur son livre, et puis même le livre de Orly Castelblum. Il y a combien j'ai dit 8 de vos auteurs qui vont être à Paris, 5 ou 6? Un peu moins, il y en a 2 qui ne sont pas là. Il y en a 2 qui ne sont pas là. Yoel Hoffman n'est pas venu. Oui. Et vous ne l'avez pas là, Rina Frank. Oui. Mais il y a
Yehoshua, il y a David Grossman, il y a Amos Oz, c'est-à-dire, je sais pas, on m'a toujours dit que c'était parmi les plus grandes de la littérature. Alors, comment vous pourriez parler de chacun d'eux? C'est peut-être un peu difficile, mais de ce qui les caractérise. Amos Oz, par exemple. Non, on peut. J'essaye de trouver un lien. Il est tout fait, il est tout trouvé le lien. Le lien, c'est que en parlant de ces trois auteurs-là, on a l'ancienne génération. Grossman est plus jeune. Grossman est né en 54. Les deux autres, comme vous le savez, en 36 et 39 respectivement. Donc c'est déjà ce qu'on appelle la génération d'avant. Alors vous n'êtes pas sur Appelfeld. La chambre de Mariana aux éditions de l'Olivier. Mais Appelfeld, c'est encore un autre sujet. Pourquoi je les mets ensemble, même si Grossman est un peu plus jeune, c'est parce que c'est la génération d'avant. Or, vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce salon-ci, il y a quand même un bon tiers de jeunes écrivains qui n'ont jamais été traduits. Donc, c'est vraiment la génération la plus neuve, si on peut dire. Mais ces trois-là, ce qui les caractérise, c'est quand même leur engagement politique. Or, ils ont deux casquettes, au moins. C'est-à-dire la casquette du romancier et la casquette de l'essayiste, critique et vraiment écrivain engagé. Toute la question, c'est de savoir, moi je ne crois pas avoir une réponse claire pour répondre à votre question, c'est est-ce qu'il y a vraiment, on peut trouver une unité, un lien entre le romancier et l'essayiste, l'écrivain engagé. Puisque comment ils se considèrent les uns les autres? Les deux. Oz va vous dire, bon, ça c'est vraiment, il dit ça à chacune de ses interviews, il va vous dire que quand il a plusieurs crayons sur son bureau, de différentes couleurs, au moins deux, et que quand il est très en colère, il va prendre son crayon rouge, on va dire, et puis il va écrire un article virulent contre le gouvernement dans la presse, et quand il a une autre veine, alors là il va prendre plusieurs couleurs, et il va faire, ça c'est vrai, on le retrouve dans son œuvre, une œuvre polyphonique, avec toutes les voix qui se mélangent. Ça, c'est Oz. Grossman, là, ce livre n'est pas caractéristique parce que c'est un ensemble d'articles. Donc, évidemment... mais il avait bouleversé, surtout et Israël, mais le reste du monde, après la mort tragique de son fils, mort au combat, à la fin de la guerre du Liban. Hein, oui, en 2006, et le fils avait 20 ans. C'est pour ça que certaines de ces réflexions qui sont avant 2006 paraissent terriblement prémonitoires dans ce recueil d'articles, puisque c'est écrit dans différentes périodes, où effectivement, ce qui peut caractériser, si on peut trouver un lien directeur dans ces 5 articles, c'est le problème de l'identité. Quelle est l'identité israélienne, juive, actuelle face à cette menace? Et l'autre interrogation qui est encore plus prégnante, c'est, admettons qu'il y ait la paix demain, est-ce que comment les Israéliens vont-ils vivre quand il n'y aura plus d'ennemis? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont trouver une autre façon de constituer leur identité nationale? Et alors, il n'y a pas de réponse? Il y a des éléments de réponse qui semblent, on en a parlé tout à l'heure quand il disait se mettre dans la peau de l'autre, qui peuvent paraître peut-être un peu utopiques, mais ça c'est un des éléments de réponse. Apparemment il ne baisse pas les bras, lui il sort du ghetto, hein. Il s'adresse au-delà des frontières. Il dit quand nous écrivons, le monde n'a plus prise sur nous, il ne se rétrécit pas de jour en jour. C'est bien écrire. Et en écrivant, je découvre que grâce à la relation d'intimité que j'entretiens avec le langage, je redeviens celui que j'étais autrefois, mon moi, avant qu'il ne soit confisqué par la guerre, le désespoir et la tragédie. Donc la vertu et en même temps la signification, la force de l'écriture. Et c'est valable pour chacun de vous qui écrivez dans un pays de violence. Quoi. Hein? Vos auteurs, les auteurs que vous traduisez, souvent font partie de la nouvelle génération. Oui, ce sont des auteurs beaucoup plus jeunes et qui ont, qui ne se posent pas du tout la question de l'identité nationale, qui se placent vraiment sur le plan de l'intime. Alors, il se trouve aussi, j'ai un peu regardé, que je traduis beaucoup de femmes. Alors, je n'ai pas envie de généraliser sur la littérature féminine, mais c'est vrai que les sujets qui les intéressent sont des sujets personnels, intimes, d'initiation, la famille, le couple. Et pour citer une auteure que je traduis, Zerouia Chalev, qui s'est beaucoup intéressée à la famille, quand on lui pose des questions sur Israël, elle dit oui, il y a une bombe qui tombe, mais en même temps, il y a un mari qui trompe sa femme, il y a un enfant qui se drogue, il y a des accidents de voiture. Oui. C'est-à-dire dans toutes les communautés. Dans toutes les communautés, partout. Et le fait d'être en guerre ne nous dédouane pas de cette problématique-là aussi. Ouais. Allez, Orly. Zerouia Chalev était blessée dans un attentat. Seulement pour dire. Ah oui. Et elle a continué à écrire. Elle s'est arrêtée 6 mois. Elle s'est arrêtée 6 mois. Elle a repris le livre exactement là où elle l'avait laissé. Elle n'a absolument pas modifié la trajectoire de son écriture. Et ce qui est très drôle, c'est que, en parallèle, une autre auteure que je traduis, Shifra Horn,
elle, qui n'a pas été blessée dans un attentat, écrit tout un roman qui s'appelle Ode à la joie, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, sur l'histoire d'une femme qui n'est pas blessée dans un attentat, mais qui se retrouve juste derrière un autobus qui explose. Et en fait, toute sa vie explose suite à cet attentat. Et Zerouia, disant à Chifra, en fait, tu as écrit le livre que j'aurais dû écrire. Mais c'est Chifra qui l'a écrit. Et donc, elles font face chaque jour, comme vous d'ailleurs, à la violence extérieure. En plus de la violence de la société. On ne peut pas vivre en Israël sans cette violence. Alors le problème, bon, moi j'ai vécu 13 ans en Israël dans une autre vie. Et on ne je peut vous ai pas dit raconter. Non, mais bon, et c'est vrai que je suis tout le temps, j'ai toute ma famille en Israël, donc je fais l'aller-retour. On ne peut pas ne pas avoir conscience. Je veux dire, non seulement on vit la violence au quotidien, mais les jeunes partent encore à l'armée. C'est-à-dire que, personnellement, j'aurais dû avoir des enfants en Israël, j'aurais eu un gros problème, et surtout des fils. Surtout des fils. Et vous seriez dit peut-être comme Mandy, l'héroïne. Elle dit cette phrase inouïe d'ailleurs: quand un soldat meurt, je meurs. Je pense à sa mère. Bien sûr, après m'être assuré que je ne suis pas sa mère. Oui. Hein? Oui, mais alors le problème, c'est qu'à partir du moment où on s'enferme dans une situation paranoïaque, on ne peut plus dialoguer, et ça c'est très très grave. Et je veux quand même aussi citer, parce que ça pour moi c'est très important, Hanor Levin encore, qui écrivait en 70 une chanson, l'auteur qui est mort il n'y a pas longtemps, qui est mort en 1999, qui s'appelait Lettre d'un soldat à son père, et qui disait: cher papa, quand tu seras debout au-dessus de ma tombe, solitaire, vieux. Et il décrit donc son enterrement, lui, soldat, à son père, l'enterrement, et il dit à la fin: papa, demande-moi pardon. Voilà. Moi, j'en vois, dans 3 ans, mon fils doit aller à l'armée. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas même quel médicament prendre. C'est très difficile. Je me souviens le jour qu'il est né, et je lui ai regardé toute petite, je me suis dit, lorsqu'il va avoir 18 ans, plus de guerre chez nous. Et maintenant, il y a encore 3 ans, il doit aller à l'armée. Alors, je ne sais pas comment je vais passer. Moi, je pense que j'ai la capacité de vivre encore 3 ans. J'ai peur. Oui. Mais si c'était une fille, ce serait la même chose. Ma fille, elle a fait l'armée. C'est pas la même chose. Elles ne sont pas en première ligne. Non. Hein? Elles ne sont pas en première ligne, les filles. Disons qu'il n'y a pas un danger vital. Moi, je suis en train de dire à mon fils, pacifisme, mais je n'arrive pas à le faire convaincre, parce que c'est aussi une question de tous ses copains, qu'est-ce qu'ils vont faire. Oui. Mais Emmanuel Faux raconte qu'il y a beaucoup de désertions dans l'armée israélienne, ou de gens qui refusent et qui partent à l'étranger. Je ne sais pas si le phénomène est très important. Oui, mais ce qui est très important, c'est de voir que cette question de la culture du conflit, quand même, qui marque un peu la société israélienne, aujourd'hui est très au centre d'une réflexion sur comment construire la paix éventuelle de demain. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré des Israéliens qui sont très engagés dans cette tentative de jeter des passerelles avec le voisin palestinien pour justement penser à demain. Comment on va sortir de ces 40 ans où certains jeunes de Gaza n'ont eu de l'Israélien, l'image de l'Israélien, que l'image du soldat. Vous savez que la moitié de la population de Gaza a quand même moins de 16 ans. Bon. Et donc de l'autre côté, on l'imagine, parce que quelquefois il est empêché d'y entrer, que comme un terroriste. Aussi. Le Palestinien. Absolument. Non. Et donc des rabbins, des médecins, des bénévoles, des artistes qui vont, les médecins pour les droits de l'homme par exemple, qui est une organisation assez remarquable, dirigée par le docteur Walden, qui consacre tous ses samedis à aller dans un petit village reculé de Cisjordanie, à poser une clinique mobile pour les villageois palestiniens qui n'ont aucun accès aux structures sanitaires. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça, c'est la préparation de l'Israël de demain aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, Orly Castelblum, pour que vous viviez plus que les 3 ans ? J'ai une semaine ici en France. Je vais chercher des calmants que je ne connais pas. Des calmants. Oui. Et j'espère que... je n'arrive pas à penser plus que 3 ans. Je n'arrive pas. Plus que l'âge de 50 ans, j'ai 47. Après que mon fils va terminer son service militaire, il doit aller aussi faire 1 mois par an. Comment on dit, Milouine ? Les réserves. Les réserves. C'est-à-dire que c'est une histoire de toute la vie. Et déjà, je vous dis, et je vous jure, que je sens la maladie mitpatachat qui se développe dans mon corps. Je le sens. Et
c'est l'angoisse, la peur. Je donnais tout pour à mon fils, c'est-à-dire vraiment tout, la liberté, le droit d'être tout ce qu'il est, d'être libre, de penser libre. Et maintenant, l'armée va lui prendre. Et qui sait qu'est-ce qui va t'arriver? Et est-ce que vous ne croyez pas qu'un des bons calmants, c'est justement vos paroles, ici, vos combats, les combats de Théoclin et d'autres? C'est une manière, non pas d'apaiser localement, mais en même temps de montrer la réalité de ces conflits, ce que vous nous dites qui nous met tous au bord des larmes. Et moi, personnellement, comme l'héroïne de textile, elle préfère être dans une anesthésie pendant les 3 ans que son fils est à l'armée. Et elle fait tout genre des opérations cosmétiques parce que la chirurgie esthétique. Oui. Pour rester dormir, pour dormir. Vous dites elle veut dormir et se réveiller de plus en plus jeune, quand même. Hein? Pour elle, lorsque pour la partie à Messiba, le bal que son fils va terminer l'armée, il va avoir le 35 ans. Donc elle cherche à cacher sa peur. Oui. Hein? Moi, personnellement, je ne sais pas quoi faire. C'est autre chose que la politique, mais on voit qu'elle est là, ce sont des fables ou des métaphores, hein? Drôles, cyniques, sarcastiques. C'est Mandy, une de vos héroïnes. Et alors elle a un fils, Mandy, qui est un tireur d'élite qui, lui, fou de littérature. Vous dites qu'il lit les livres français, étrangers, plusieurs livres à la fois. Hein? Et c'est un tireur d'élite. Et quel est son rêve après l'armée? Il veut devenir un photographe paparazzi à Los Angeles parce que déjà il sait comment attraper. Et ça fait moins mal. Ça fait moins mal, oui. Et vous? Moi, je bénis lorsque j'avais 2 filles. Ma réaction était de dire voilà, j'ai 2 filles. C'est pas un garçon. Elles ne sont pas en première ligne. Mais quand nous avons vécu les années de l'intifada, nous n'avons pas laissé nos filles prendre le bus un seul jour à l'école parce que je ne pouvais pas vivre l'angoisse. Qu'est-ce qui pouvait arriver à ma fille de la sortie de l'école jusqu'à l'arrivée de la maison chaque jour. Mais là où vous êtes... Ma fille, elle a volé l'argent pour aller en taxi et elle est allée en bus et elle a pris l'argent pour acheter des habits. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce qu'elle va devenir, votre fille? Qu'est-ce qu'elle va faire? Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle étudie. Oui, elle étudie. Psychologie. Elle veut savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et elle veut comprendre sa mère pour éviter qu'elle prenne des médicaments. Oui. Et le fils, il veut être paparazzi. Mais quand il sortira... Non, mon fils, le mien, il veut être un cinéaste. Il veut être un cinéaste. Oui. Et si je vois, ça fait 2 semaines que j'ai vu quelque chose qu'il a écrit, il a 15 ans, et il a le talent. Ah bon. Comment se fait-il que tous ces sentiments, toute cette réalité que vous vivez, dont souvent vous souffrez, ne se traduisent pas dans un mouvement politique qui permettrait peut-être à un gouvernement israélien de rechercher vraiment des solutions, qui permettrait peut-être une chose que je crois ne s'est jamais produit, qu'il y ait au Parlement israélien un débat sur la politique étrangère, les relations avec les pays voisins. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce mouvement politique? Comment l'expliquez-vous? Un grand mouvement, je ne sais pas, vous ne connaissez pas le mouvement La Paix maintenant? Oui, mais là, il y a le fait de l'histoire. Il est très minoritaire. Écoutez, je crois que le mouvement de la paix, j'espère bien qu'il y ait, au moins dans le pays arabe, une petite parcelle du mouvement de la paix qui Madame y croit, Basma y croit, mais elle rêve, vous rêvez, non? Non, il faut reconnaître qu'il y a de part et d'autre une régression. Je vais y venir, je vais vous dire. Nous souffrons de beaucoup de maux dans ce monde arabe, nous aussi. Mais nous avons une régression de part et d'autre. Il y a 5-6 ans, il y a 7 ans, on avait développé des communautés de part et d'autre de la frontière entre Israéliens et Arabes. Il n'y avait pas que des Palestiniens. Il faut quand même reconnaître la société qui est en échange avec la société israélienne, la seule société arabe qui est en échange
en échange direct, c'est la société palestinienne. C'est celle qui comprend le mieux Israël. Les autres ont eu un rapport militaire à Israël. C'est aux frontières que s'est arrêté Israël. Donc Israël est une menace militaire, représente une puissance et ça justifie tous les pouvoirs forts, peu importe, autocratiques. Alors, nous avons d'abord compris qu'il ne s'agit pas d'abord de gagner la guerre contre Israël pour se démocratiser, qu'Israël est un pays qui lui-même, et moi je crois que il y a un complexe du côté arabe qui est, voilà, une société qui avance, qui s'organise efficacement, qui d'ailleurs se critique ouvertement, c'est la société israélienne. Alors nous n'avons pas ça du côté arabe. Et nous avons compris du côté arabe, beaucoup de gens ont compris que nous avons d'abord besoin de ça. C'est pour ça qu'un boycott c'est mauvais. C'est pour ça que la culture est vitale. C'est pour ça que nous avons besoin de culture pour ne pas parler de Coran tout le temps. Abattre les murs arabes aussi. Nous avons besoin de tout cela. Mais il est vrai que nous avons besoin d'Israël au Proche-Orient. Nous avons absolument besoin d'Israël, bien entendu. Pourquoi Un Israël avec lequel nous arriverons à fixer les termes de l'échange. Une fois qu'un problème territorial est réglé. Est-ce que l'état de la situation au Proche-Orient justifie l'enfermement et les dictatures dans les pays du Proche-Orient, ou au contraire c'est un élément d'ouverture, même si on le voit mal? Je crois que l'existence d'Israël, le retour des Juifs qui n'est pas du tout normal, mais je crois que c'est encore un miracle il faut fêter tous les jours. Je ne le prends pas for granted. Je crois que le retour des Juifs, qui est un mouvement tout à fait exceptionnel de l'histoire, dans le Proche-Orient, dans leur histoire, dans leur langue, est une chance pour le monde entier. Je crois que pour le pays arabe, ça pourrait être un rêve extraordinaire de pouvoir collaborer avec une démocratie, avec quelque chose qui est au point de culturel et scientifique. Et donc la langue. Et donc là, vous m'avez demandé pourquoi je milite pas. Je crois malheureusement que les mots doivent être libres et pas esclavagés. Comme citoyenne, je peux avoir mes positions politiques. Dans la littérature, je crois que nous avons une responsabilité d'offrir le rêve, d'offrir quelque chose d'autre. Ouais. Donc, Mais il y a une très belle phrase de Grossman, là. Je le montre à Philippe Lallemand. L'écrivain ne peut accepter que l'histoire confisque sa sensibilité, sa tendresse. Je refuse, dit-il, de considérer ma vie intérieure comme une zone de guerre. Ce serait un quasi-suicide. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que vous écrivez. Vous avez dit tout à l'heure comment les romancières avaient existé, comment elles avaient de la force et comment elles avaient du caractère. Comment vous expliquez la place des romancières dans la société israélienne? Pourquoi il y en a autant? Pourquoi elles écrivent autant? Pourquoi elles écrivent librement, et comme vous l'avez dit, sur tous les sujets, l'homosexualité, la sexualité, la vie sociale, la famille? Mais je pense qu'elles correspondent à une société israélienne qui est très dynamique sur le plan littéraire. Alors, je ne sais, je n'ai pas étudié les phénomènes sociaux qui font que justement ces femmes-là, enfin il y a des femmes, il y a des hommes, il y a effectivement toute une dynamique. Moi, ce qui me pose question justement quand on parle de tout ça, c'est que toutes ces femmes qui ne une réponse, Orly. Qui ne se pose plus justement de questions, et je comprends très bien que pour vivre il faut bon, on se tourne vers l'intime, on se pose des questions comme on a tout à fait le droit d'exister en tant que soi. Et alors du coup c'est vrai que dans cette littérature là qui est plus jeune, on a évacué les grandes questions et puis on parle plus politique. Et ce qui m'inquiète, c'est que je me dis on est tellement désespérés qu'on ne peut plus en parler. C'est-à-dire, moi je pense à un auteur que j'ai traduit, alors de l'ancienne génération, qui s'appelle Yoram Kaniuk, qui a fait partie pendant tout un temps justement des intellectuels, qui a fait partie des comités où il parlait avec les Palestiniens. Il a même publié un livre avec Emile Habibi, et qui a dit il n'y a pas très longtemps, et moi j'ai été extrêmement choquée de l'entendre. Il a dit moi j'ai passé ma vie à essayer de faire deux choses, à renouer le dialogue entre les Israéliens, les Juifs et les Allemands, et entre les Israéliens et les Palestiniens, et je me rends compte que je me suis trompée sur les deux. Moi aussi, j'ai traduit quand même quelques femmes. J'ai traduit le premier roman de Tzruya Shalev, entre autres. Et il me semble que Tzruya Shalev, c'est vraiment l'exemple de cette littérature féminine qui veut accéder à l'universel, en fait, vous voyez, qui veut un petit peu sortir du carcan idéologique, justement de la génération passée. Et c'est vrai que moi j'avais été très étonnée quand j'ai traduit Vie amoureuse de Tzruya Shalev. Si vous saviez pas que ça se passait en Israël, ça aurait pu se passer au fond n'importe où dans le monde. Alors Michal Govrin,
sur le vif. Le livre a été publié en 2002, traduit maintenant en français. Ilana, votre héroïne, a vécu souvent en France, à Paris, peut-être comme vous. Elle a vécu à New York, à New Jersey. J'ai noté qu'elle s'était entretenue avec le philosophe Derrida, Jacques Derrida. Hein, c'est l'exergue du livre. Oui, oui, absolument. Elle, non pas, c'est l'exergue, oui. Oui, elle est architecte. Oui, absolument. Et le métier a de l'importance pour elle. Oui, là, c'était une joie de vivre avec cette héroïne. Ilana Tsuriel, passionnée, très belle, petite, noire, bouclée. Et une femme qui essaie de rêver en face d'une situation de plus en plus compliquée. C'est une femme qui a une vie amoureuse riche, avec beaucoup d'hommes, permissibles, qui essaie de développer une architecture féminine, et qui était très militante, et par le mouvement qui résonne peut-être ce que Sandrine vient de dire, à un certain moment, il y a eu un certain retour de source. On ne peut pas vivre à l'extérieur, le même mouvement qu'Orly. Je dirais, elle essaye de quitter, elle essaye avec grand fracas de rompre la tradition de son père pionnier, pour dire, voilà, le sionisme c'est passé, il faut être normal, voilà. Et puis, ça ne lui arrive pas. Elle est prise par la gorge, elle est prise par le viscéral, elle est prise par la nécessité de rêver. Donc sa réponse est de rêver comme architecte à faire un monument pour la paix à Jérusalem, et pour l'ouverture de ce monument de la paix, il y a, comme c'était à la fin des années 90, au début des grandes années d'espoir, une performance binationale avec une troupe palestinienne qui devrait inaugurer ce site de monument qui est lui-même inspiré par des notions juives. Une révolution de rendre dans un rêve de la paix quotidien aujourd'hui, des dimensions juives qui n'étaient peut-être pas dans le sionisme, donc une certaine remise en cause de la culture israélienne avec la grande tradition juive, en essayant dans le quotidien voir comment on peut s'enrichir. Et son mari, il lui dit qu'il fait l'architecture du passé parce qu'il est un spécialiste, historien, un spécialiste de l'Holocauste. Oui, elle a son mari qui est obsédé, rescapé lui-même, était un enfant de la Shoah, et qui est un de ces juristes qui sont à la quête des anciens nazis, et qui est tout le temps dans la découverte sous l'Europe de traces, comme ça fait maintenant en fait en Ukraine. Comme le père Desbois, vous connaissez. Donc là, je l'avais écrit bien d'années avant. Donc il y a ce paysage qui est effacé, mais en même temps, il y a Saïd, son amant palestinien, qui lui est à la recherche de villages arabes qui sont détruits. Donc il y a des deux côtés, il y a transgression. Du côté d'elle, Ilana, qui va être l'amante d'un Palestinien, ou du Palestinien qui est l'amant d'une Israélienne. Je crois qu'il y a la transgression, mais il y a aussi une très grande attraction. Je crois qu'on ne peut pas comprendre le conflit sur cette dimension passionnelle, je dirais même presque érotique pour Jérusalem, ce désir pour Jérusalem, la querelle entre deux frères. On est toujours dans la famille, et on sait que dans la famille, les passions, les subconscients sont au plus fort. Mais en même temps, il y a ce rêve incroyable d'arriver à l'autre, le désir de l'autre, et peut-être la dimension tragique du livre, c'est qu'il y a là des frontières qui nous séparent et qu'il faut reconnaître, mais en même temps, le livre propose un rêve. J'ai commencé à écrire le livre un mois avant les accords de Oslo. J'étais sûr que pardon, je m'excuse d'interrompre, je vais vous laisser. Au début de l'émission, vous m'avez tous grondé parce que j'ai dit la politique, la guerre, etc. Mais chaque fois que vous prenez la parole, vous dites Oslo, le processus de paix, la guerre, mon fils va aller à la guerre, j'en ai peur. Vous vivez là. C'est pas la petite politique, les partis, etc. Je crois que là, c'est la dimension tragique et historique de ce peuple dans 7 pays avec ses voisins. Il y a des moments dans l'histoire, c'est comme la littérature de Tchekhov. D'une part, c'est une littérature extrêmement personnelle et intimiste. En même temps, vous voyez la série Z. Les gens sont là. L'histoire, avec grand H, c'est un des personnages avec lesquels nous vivons intimement. Et est-ce que de temps en temps, vous pensez aux sentiments que peuvent avoir les mères des jeunes Palestiniens? Bien sûr. J'ai écrit des poèmes là-dessus. Exactement.
pas ici, mais je parle ici de Saïd et de sa douleur et de son monologue. Il y a tout un spectacle sur la douleur palestinienne, et je crois, et j'ai des étudiants palestiniens, des étudiants de théâtre qui font la mise en scène, et je crois que pendant le moment le plus dur, on avait essayé de tenir le contact. Je crois que la douleur des mères d'autres, je l'espère qu'un jour, c'est les mères de tous les côtés qui vont prendre la parole. Et, malheureusement, les Palestiniens n'ont pas beaucoup de temps à écrire des livres. Mais j'attends qu'un écrivain palestinien des territoires, comme vous dites... Non, j'ai dit territoire occupé, vous dites des territoires. Territoire. C'est pour aller plus vite. Oui. Et va écrire un livre sur la douleur de la maman arabe. Et parce que moi, je ne peux pas écrire sur ça. Ce n'est pas mais réel. Vous sentez, j'ose pas dire, une sororité. Vous sentez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et chaque fois qu'il y a des morts, des enfants morts, tu sens que tu veux pleurer, Tu le sens. Même si c'est de l'autre côté du mur. Oui, même si c'est de l'autre côté du mur. Bien sûr. Qu'est-ce que nous sommes pas des animaux. Même si c'est des Arabes, c'est partout. C'est l'autre. Oui, la proximité de l'autre, comme dirait. Écoutez, mes parents sont nés en Égypte. Moi, je suis presque moitié arabe. Si jamais quelque chose arrive, je dois revenir en Égypte. Moi, je connais cette angoisse que lorsqu'il y a de morts de l'autre côté. Est-ce que, Basma, vous sentez aussi le rôle des femmes dans ces toutes petites évolutions dont vous percevez quelques signes dans les pays arabes? Elles sont là. Les femmes qui, évidemment, pleurent leurs enfants sont là. Elles sont là aussi quand il y a des chaînes humaines, des mouvements des mobilisations, de contestation pacifique. Elles sont avec les femmes israéliennes. Elles se tiennent la main et elles s'expriment la même douleur. Donc je crois qu'il n'y a pas l'humanité des deux est bien présente de la même manière. Et je crois, et pour leurs enfants et pour elles-mêmes. Est-ce que tout passe par l'école? Est-ce que tout passe par l'éducation? Quel signe vous voyez, puisque vous dites qu'il faut abattre les murs et qu'on est en train d'abattre relativement les murs dans certains pays arabes? Le contexte palestinien est très différent de celui des autres sociétés arabes. Pour les Palestiniens, c'est l'arbre du jardin, c'est la terre, c'est l'eau, c'est le mur, c'est leur quotidien. Donc il faut aller à l'école malgré tout cela, il faut poursuivre ses études, il faut aller à l'université, il faut travailler et chercher une normalité désespérément. Je veux relater un petit événement qui pour moi a été très significatif dans ma vie personnelle, c'est cette rencontre entre mon fils et un jeune Israélien, un fils de colon, dans une piscine, en territoire occupé, à Bethléem. Et cet enfant israélien a vu un enfant arabe, a compris qu'il était arabe, et a cherché 2 mots d'anglais qu'il ne connaissait pas. Il arrivait à peine à lui dire, il lui dit « You want peace, Israelis, Palestinians, Jews, Palestinians ». Tu veux la paix entre Israéliens et Palestiniens. C'était la seule phrase qu'il avait à dire à cet enfant. Et mon fils cherchait à comprendre, ils avaient le même âge, le même physique. Et pour moi, c'était un moment de grande émotion parce que je voyais que cet enfant, fils de colon, sans doute lui-même élevé dans une idée qu'il est entouré d'ennemis, ce qui est vrai, avait une idée en tête, il avait 12 ans, 9 ans peut-être, je ne sais plus, et il avait cette seule pensée, c'est-à-dire une paix qui le libérerait lui. Mais tout cela pour dire que il y a véritablement une proximité culturelle et psychologique, de tempérament qui est extraordinaire. Personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus intéressée avec un interlocuteur israélien qu'avec un interlocuteur qui me ressemble, qui sera un arabe qui pense comme moi. Dans cet échange, j'ai un besoin vital, et pourtant j'ai été élevée moi dans un pays qui n'a pas connu Israël du tout. En Syrie, on n'a pas d'échange avec Israël. Israël est un ennemi diabolisé, bien entendu, parce qu'on ne connaît rien, ni votre littérature, ni votre société, ni aucune des contradictions internes, mais c'est toujours cette curiosité de si je le connais, alors je vais mieux comprendre dans quoi nous vivons et quelle est notre réalité commune. Il y en a tellement qui ont intérêt à ce qu'on ne les connaisse pas, ou on ne connaisse pas le voisin ou l'autre. Et quels sont les pays, à votre avis, qui bougent le plus?
L'Égypte bouge. Je crois qu'on a engagé d'énormes chantiers de transformation dans ces sociétés. Le chemin est très long. Il y en a beaucoup qui ne voient que les frères musulmans en Égypte. Oui, c'est dramatique. Vous savez, la communauté des chercheurs ne travaille plus que sur ce sujet, c'est obsessionnel. Il y a une société civile qui se réveille, qui n'a rien à voir avec l'islamisme, qui sont des syndicats, des organisations de femmes, des jeunes qui militent pour l'ouverture, la démocratie, le dialogue, la liberté d'expression. Le Maroc. L'Algérie, le Maroc, bien entendu, l'Égypte certainement, y compris dans les pays du Golfe. On va assez vite vers les femmes qui s'expriment, qui prennent des positions publiquement, qui prennent des responsabilités. Je crois qu'on entre dans une phase qui sera longue, qui ira plus vite dans certains pays que dans d'autres, mais nous avons d'ores et déjà une presse indépendante. L'Internet offre aux pays où il n'y a pas de presse indépendante un exutoire formidable d'échanges avec l'extérieur et un début de transformation de la vision du monde. Et c'est cette bataille-là que nous avons à mener, nous, contre des groupes, malgré tout, malheureusement, très fermés. C'est l'ouverture de l'espace politique. Ça signifie pour les sociétés arabes l'accès à une citoyenneté responsable et à ce qui est l'acceptation de la négociation avec l'autre. D'abord avec son voisin immédiat et puis avec Israël, bien entendu. Et encore une fois, on peut plus facilement le dire ici, à Paris, entre nous, que dans certains de vos pays. Alors, Ilana, on voit ce qu'elle devient, mais est-ce que, comme son père, dont elle va découvrir aussi un carnet de notes, elle ne croit plus à l'idéal des fondateurs de l'État d'Israël? Je crois qu'il y a, donc, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a ce dynamisme de changement. Ce n'est pas un pays qui est statique. Donc il y a eu le rêve conjugué par le père, qui est arrivé, qui a fondé des kibbutzim, qui avait ce rêve de pays qui n'existait pas encore. Quel est le rêve d'aujourd'hui? D'abord, elle pense... lui reconnaît qu'il y a une sorte de trahison de son idéal, même s'il ne le dit pas. Mais je crois que... ça c'est pour répondre aussi à Emmanuel Faux. Je crois qu'il y a une trahison pour être plus fidèle. Il faut trahir pour être fidèle. On ne peut pas rester collé aux valeurs d'hier. Il faut pouvoir changer, il faut pouvoir même le mettre en question de la manière la plus virulente. Je crois que si on regarde l'étude juive, c'est la force de la controverse, c'est de remettre tout en question, c'est la liberté. Et je crois que ça, pour moi, Israël, c'est un endroit qui est un chantier de mettre en question des choses qui changent. Donc d'abord, elle pense qu'elle trahit complètement. Et puis en fait, elle retrouve que c'est une autre forme de fidélité propre à sa vie, propre à la réalité, propre... Donc, de la même manière, je crois que pour elle, ce rêve, et que pour moi, écrire ce livre, pendant des moments très très durs de la deuxième intifada, quand je décris tout à l'heure, j'avais peur pour mes filles, plus la situation devenait dure, plus il y a là-bas ce projet qu'elle veut remettre l'eau dans un aqueduc qui va de Hébron à Jérusalem. Et d'un projet visionnaire. Et plus la situation devenait dure... Comme dit Shimon Peres, parce qu'il en parle souvent. Il parle de l'eau, du développement économique, du rapprochement. C'est un endroit, Jérusalem, c'est au bord du désert. Donc plus c'est devenu dur, plus l'eau qui venait. Qu'est-ce que vous écrivez maintenant? Là, je suis sur un projet qui était imposé sur moi, si je peux dire. Qui s'est imposé à moi. Oui, qui s'est imposé à moi. Un sujet que je ne voulais pas regarder de face longtemps et qui était tu à la maison, et c'est le passé de ma mère. Et les années sur lesquelles elle n'a pas parlé du tout. Et 20 ans après sa mort, une lettre d'elle est tombée d'un livre que j'ai sorti de la bibliothèque. Et en lisant ces lettres, je savais que le moment est arrivé, il faut que je la suive. J'appelle les gens qui me disent « Ah, c'est vous !» comme s'ils me connaissaient depuis toujours. Et qu'ils attendaient que vous bougiez. Et il me dit, mais vous ne connaissez pas votre mère. Et il commence à parler. Parce que vous dites, c'est une rescapée de la Shoah. C'est une rescapée, mais que j'apprends les actes et la manière dans laquelle elle a survécu, l'humanisme profond, son amitié avec des femmes, avec des hommes. Et je me sens une obligation, exactement dans une réalité aussi complexe, de parler de cette expérience, mais par le terme d'espoir, pas de douleur, pas seulement des larmes de la Shoah, mais la Shoah comme un exemple humain extraordinaire aussi de survie de l'homme et de survie de l'âme. Et de leçons. Et de leçons que malheureusement les circonstances, tragiquement, ne nous laissent pas écouter. Elle, vous l'avez jamais raconté?
Non. Et je me demande pourquoi, parce que d'une certaine manière, je ne vais pas employer ces mots, mais elle était une sorte de héros. Mais la vie était plus importante, le rire, le théâtre, la littérature, vivre dans le présent, avoir une maison très belle, avoir une fille qui ne savait même pas, je ne savais même pas que ma mère était de la Shoah, parce qu'elle avait enlevé le numéro quand elle était venue en Israël. C'est incroyable, parce que ça, vous vivez en Israël, je veux vous dire, et beaucoup sont arrivés en Israël après les tragédies, l'Holocauste, etc. Mais et qu'elle n'en ait pas parlé. Non pas qu'elle ait des choses à cacher. Au contraire. Mais le dit et le non-dit, c'est peut-être pour cela que j'ai devenu écrivain, pour donner le mot à ce qui était le silence de la maison. Chacun de vous. Et Aaron Appel-Feld conseille votre roman pour comprendre la société israélienne. Et là, déjà, on a envie de lire ce que vous allez écrire, de la découverte si tardive de votre mère. Simplement une question pour moi. Pourquoi la musique est-elle si présente dans le livre, et en particulier le Don Giovanni de Mozart, auquel je suis très attaché? Ah bon, alors nous partageons cette Voilà. passion pour Mozart. Écoutez, d'abord j'adore Mozart et Don Giovanni. Et puis je voulais créer une femme qui transgresse. Vive la libertà. Vive la libertà. Transgresse l'image de Jérusalem, femme désirée pour être elle qui désire. Et puis, d'une certaine manière, la femme d'un Johannesque. Moi, je voudrais qu'on parle, pour terminer, d'une manière assez drôle d'Amos Oz. Parce que j'ai lu dans la revue Excellente Lire, il raconte sa manière de travailler. Alors il dit, il travaille à Arad, que je ne connais pas, près de la mer Morte, il se lève à 5 heures du matin, il sert une tasse de café, et il marche 1 heure dans le désert avant d'écrire. Après il écrit à la main. Comment vous écrivez, vous? À la main. À la main. Pas les ordinateurs encore, non. Et alors après il écrit, il corrige, et il dit, lui, il ne croit pas à l'inspiration. Et vous? Écoutez, je crois que tout se passe entre le moment qu'on lève la main et que le stylo bouge. L'inspiration? D'où elle vient? Oui. Il y a l'inspiration ou c'est le travail? Non, il y a. Si on arrive en Israël et on vit là-bas, l'inspiration, c'est partout. C'est une attaque. Une attaque. Elle va se dépêcher de retourner en Israël. Mais attendez, restez un peu en France. Et il dit que quand on lui demande ce qu'il aimerait toucher, Théoclin, pendant son travail, ou Emmanuel, pendant son travail, il répond avec le sourire, les seins d'une femme. Mais c'est un point sur lequel je pourrais être tout à fait d'accord avec lui. Vous n'êtes pas le seul. Et il a une double habitude, la sieste et les week-ends, et à ce moment-là, il rentre chez lui à Tel Aviv. Qu'est-ce qu'il apporte à Amos Oz à la littérature? Une musique, je pense. Il a une écriture extrêmement musicale, beaucoup de rythmes, internes, externes. Ça s'est vu beaucoup dans vous savez, ce livre qu'il a écrit il y a quelques années, Seule la mer. C'était vraiment un exercice de style où tout était en prose ou en vers libre. Mais c'est une musique. D'ailleurs, il le dit très très souvent que quand il écrit, c'est comme une œuvre polyphonique pour faire entendre toutes les voix. Et c'est important d'être au salon du livre? C'est très intéressant de voir des autres écrivains. Je suis désolée qu'on ne peut pas voir des écrivains arabes pour parler avec eux normalement. L'échange avec les auteurs arabes est absolument indispensable. Il peut avoir lieu dans un lieu sans doute moins solennel. On a donné malheureusement une dimension politique à ce salon parce qu'il a une grande visibilité. Essayez justement d'avoir des échanges. Que sur place, vous pouvez l'avoir, cet échange. Voilà. Et regardez, combien de livres sur Israël-Palestine. Shimon Peres, Un chemin vers la paix. Spécial Israël, le meilleur des mondes. Shimon Peres, Pensée et poèmes. Broman Finkielkraut, La discorde. Jean Daniel, Israël, les Arabes, la Palestine. Shimon Peres, l'État d'Israël. Alain Dikoff. Vous vous rendez compte tout ce que l'on dit de votre pays? Et je pourrais en citer d'autres, Mira Magen, Yair Lapid, La sixième énigme, etc. Je vais terminer avec ce que vous racontez de votre père quand il était étudiant. Il y avait l'extrême droite qui lui avait lancé « Attention Salomon, on va te faire ta fête ». Et qu'est-ce qu'il répondait, Salomon? Oui, il répondait, c'était un vendredi à la faculté de médecine. Il a dit « Attention, quand on tue un juif le vendredi, il ressuscite le dimanche ». Ouais. Nous sommes dans un pays chrétien.
Oui, c'est ça. En tout cas, rencontrez-vous au Salon du Livre et parlez. Moi, je vous remercie en tout cas d'être venu. Il y aurait tant et tant à raconter encore sur les démocraties qui sont nécessaires, sur la manière de défendre le respect, de lutter contre les haines, pour la connaissance de l'autre, etc., avec la force du livre et du dialogue. Quand l'interlocuteur a la liberté de s'exprimer, il y aurait tant à dire pour essayer d'en finir avec le cycle des armes, qui paraît malheureusement Théoclin, éternel. Mais il y a des réconforts quand on vous écoute. Rien ne décourageant en tout cas Bibliothèque Médicis, nous, là, dans cet endroit, et son énigme et son équipe au milieu de tous ces livres, de la bonne volonté, Philippe Lallemand, Anne-Marie Moreau, Marie-Madeleine Rigopoulos, Céline Mévélec et Françoise Mananti. Alors ne manquez ni le salon de la Porte de Versailles, ni surtout les livres. Merci à vous tous. Retrouvez Bibliothèque Médicis sur notre site publicsena.fr. Merci à tous et à bientôt.